Cependant le petit. Bonjour Isabelle. Bonjour. Ce livre-là, c'est en fait vraiment pour accompagner les gens dans le tumulte du quotidien, parce que c'est pas toujours simple non plus de consulter un psychologue pour toutes sortes de raisons. Parfois, peut-être qu'on n'ose pas, ou ben, on le sait, il y a tellement de listes d'attente très très longues pour pouvoir voir un psychologue. Alors, je pense que c'est vraiment pour pouvoir aider les gens chez eux, là, à pouvoir peut-être se donner des petits trucs, des conseils pour reprendre un petit peu le contrôle. Absolument. Ça s'adresse autant à ceux qui, justement, veulent faire une psychothérapie éventuellement, mais aussi à des gens qui ne cherchent pas nécessairement à faire une démarche officielle, mais qui veulent quand même rehausser leur bien-être. Donc, c'est 43 défis bien-être, assez simples, accessibles, facilement implantables dans des vies déjà bien achalandées. Oui. Donc, des gens qui se trouvent peut-être un petit peu démunis parce qu'ils aimeraient consulter quelqu'un, mais ils ne peuvent pas le faire, ben là, déjà, ils peuvent avoir une piste de réflexion avec le livre. C'est le but, effectivement. Mais vraiment, le public cible, à qui vous pensiez quand vous avez rédigé le livre? En fait, à toute personne qui souhaite mieux se connaître, mieux comprendre leur monde interne, leurs réactions autant émotionnelles que le type de pensée qu'on peut avoir de façon automatique, toute personne qui souhaite avancer dans la vie, mais de façon plus cohérente avec leurs valeurs, qui veulent tout simplement peut-être amener un petit peu plus de bienveillance et d'indulgence dans leur vie également. Donc, ça s'adresse à tout le monde, toute personne qui souhaite travailler sur soi. Et comment on doit amorcer la lecture du livre? Parce qu'on ne veut pas non plus se créer de la pression en disant « il faut que je le lise, puis il faut que j'aille lu tout de suite. » Non, la performance. La croissance. Non, c'est ce qui distingue ce livre-là du premier, Canon au cœur du chaos. Celui-là, si vous voulez, plus un accompagnement structuré, étape par étape, un peu sous forme de progression qui ressemble beaucoup à une psychothérapie, par exemple. Alors que celui-là, je souhaitais qu'il soit encore plus léger, plus accessible, plus facile à lire comme livre de chevet. Puis, donc, le livre peut se lire autant de façon structurée du début à la fin, comme on peut sauter d'un chapitre à l'autre selon les chapitres, les thèmes qui nous interpellent. Donc, ça se lit comme on le souhaite, finalement. Et il y a aussi des cas de gens que vous avez rencontrés dans le cadre de votre pratique et vous donnez justement des exemples, justement peut-être pour qu'on puisse, dans notre quotidien, à nous, vraiment s'identifier à quelqu'un et voir que peut-être une autre personne a eu le même type de problème que moi et voici un petit truc pour m'aider. Absolument, c'est ça, je vois tellement, j'ai l'honneur d'accompagner plein de belles personnes à leur cheminement, donc évidemment en conservant l'anonymat, en changeant toute l'information qui permettrait de les identifier. Il y en a certains qui ont accepté que je m'inspire de leur cheminement pour en inspirer d'autres. Et donc c'est dans le souhait que les lecteurs puissent se rattacher, donc c'est à la fois pour normaliser, les discuter, parce qu'on en vit tous, mais également de susciter l'espoir d'une transformation positive, que c'est possible d'aller mieux, même quand on part de loin. Oui, et un mot qui revient, c'est beaucoup la bienveillance. Est-ce qu'on est dur envers nous-mêmes? Ben moi, je crois que oui. Je crois que oui, on est dans une société très orientée vers la performance, la productivité, la vitesse. On est stimulé de toutes sortes de façons, donc c'est devenu en fait un art à cultiver que d'être bienveillant, indulgent envers soi. Je pense que c'est une intention à renouveler plusieurs fois par jour. Donc oui, c'est une trempe de fond au livre, effectivement. Et à quel point la pandémie a joué un rôle sur la santé mentale des gens? Je ne sais pas si c'est encore trop tôt pour en tirer des leçons ou j'imagine qu'on va voir les effets sur le long terme. Oui, bien je dirais que la pandémie est venue affecter la population de différentes façons selon les vagues. Hein. On a vu toutes sortes de réactions. Au début, c'était plus la peur. Éventuellement, on a reçu la deuxième vague. Pendant les temps des fêtes, on a vu plus de déprime. Troisième vague, c'est l'irritabilité. On était tannés à bout. On avait hâte que ça termine. Mais il y a une étude récemment qui est sortie à McGill qui démontrait qu'en fait, ça a eu plus différentes trajectoires selon les gens. Donc, il y a certaines personnes qui n'allaient pas nécessairement bien, la pandémie a juste fait exacerber leurs difficultés. Et d'autres personnes qui ont
ont évidemment été déstabilisés, hein, on y a tous goûté, donc on a tous été bouleversés de différentes façons, mais qui se sont adaptés au fil du temps, alors que d'autres personnes, en fait, ont tiré profit de la situation. Hein. On en entend des fois que certaines personnes se sentent même mal de dire, ben moi, ça m'a fait du bien en fait, de ralentir. Donc, on peut moins généraliser qu'on le pensait, mais il y a certaines trajectoires qu'on observe. Et est-ce qu'il y a un ressac qui pourrait durer quand même assez longtemps? Des gens chez qui ça s'est quand même assez bien passé, mais peut-être un an plus tard, ils se sentent pas bien, ils ne savent pas trop pourquoi. Est-ce que ça se pourrait aussi? Possiblement, s'il y a des repères qui ont été ébranlés, disons, avec la pandémie, il y a certaines habitudes que certaines personnes ont perdues parce que certains services n'étaient pas nécessairement accessibles. Donc, si c'est difficile de retrouver ces repères-là après coup, effectivement, ça peut avoir des répercussions. Et dans les conseils que vous donnez, vous en parlez peut-être à quelques chapitres, de bouger, d'aller à l'extérieur, de profiter du soleil, mais juste rester encore là à ne pas bouger dans la performance, mais juste aller prendre une marche, faire quelques exercices qui nous font du bien, ça aide, parce que je pense qu'on est fait hein, pour bouger et être à l'extérieur. Oui, les études abondent dans ce sens. L'activité physique, peu importe le volume, peu importe la forme, juste l'idée de bouger, d'oxygéner, d'habiter notre corps, d'être connecté à soi-même, ça a plein de bienfaits autant physiques que psychologiques. Tout comme être en plein air, ça vient bonifier. Il y a même au Japon plein d'études sur les bains de nature qu'on appelle les Shinrin-yoku. C'est démontré que de passer une heure en nature, ça diminue notre taux de cortisol, qui est l'hormone de stress, de 20 %. Donc, c'est quand même considérable. Puis même au bout de 20 minutes, on voit des diminutions notables. Donc, ça, c'est en fait quelque chose d'assez accessible, que c'est pas nécessairement un gros travail sur soi ou de la grosse thérapie, mais juste ça, bouger, être en nature, ça a des bienfaits sur le plan psychologique. Et c'est vrai que les conseils, que les trucs, les exercices que vous donnez dans votre livre sont quand même assez accessibles à tous. Et si on a juste quelques minutes dans notre journée, quelques minutes dans la semaine, si on prend le temps juste de s'arrêter et de le faire, c'est vraiment accessible. Oui, c'est ça. Ça se veut très simple comparé à celui-là, parce que c'est peut-être plus un investissement intensif. Donc, quelques minutes au plus. Puis, je mise plus sur l'effet cumulatif. Donc, plus on prend ces moments-là d'introspection, plus on investit dans notre bien-être, évidemment que la santé psychologique va s'améliorer de par le cumul de tous ces efforts-là, ces investissements-là et le renouvellement des intentions d'être bienveillant envers soi-même. Alors, de faire des lectures comme ça, c'est sûr que ça aide, ça peut nous aider à nous questionner. C'est sûr que ça ne remplace pas, évidemment, la psychothérapie, mais ça peut vraiment, ça ne remplace pas la psychothérapie, mais quand même, ça peut nous aider à cheminer un petit peu, peut-être à se rassurer sur certaines choses. Oui, c'est ça. Une psychothérapie, l'avantage, c'est que c'est personnalisé versus là, bien évidemment, c'est des conseils plus génériques hein, qui s'appliquent à tout le monde. Donc, c'est à chaque individu, chaque lecteur de se l'approprier. Mais ça l'aide d'avoir quelqu'un pour nous accompagner dans cette démarche-là au besoin. Donc, je prétends jamais que ça remplace une psychothérapie, effectivement. Mais ça peut nous donner quelques pistes de solutions. Puis, comme je disais, peut-être juste nous rassurer un petit peu. On a l'impression qu'on peut reprendre un peu le contrôle sur certaines choses. Déjà là, l'anxiété doit diminuer un peu. Oui, il y a beaucoup plus de choses qu'on peut faire qu'on croit, des fois. Hein, puis on est des fois dans une société qui se tourne rapidement vers la médication. Puis je ne prétends pas non plus que la médication n'a pas sa place. Là, je pense que c'est important dans différentes situations, mais de combiner ça ou d'essayer autre chose avant, ça peut être des alternatives intéressantes. Isabelle Soucy, merci beaucoup. Alors, on va inviter les gens à aller vous rencontrer à votre kiosque et parler avec vous pour voir peut-être lequel des deux guides pourrait peut-être nous leur convenir. En tout cas, ça, je pense que c'est vraiment un très, très bon départ. Donc, en attendant le psy, des petits conseils, des trucs pour être mieux à tous les jours. Isabelle, merci. Merci à vous. Merci de votre temps.